pêcheur de perles salut. Je me rappelle que quand je suis arrivé pour la première fois en Chine, il y a une vingtaine d'années, et que j'ai commencé à travailler dans une université, j'avais toujours à l'esprit, quand je faisais face à mes étudiants, qu'il y a une quinzaine d'années, à Pékin, sur une place au nom resté tristement fameux, le gouvernement chinois écrasait sa population estudiantine. Ouais, c'est pas Jojo. La jeunesse, c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver, disait Henri Michaud. Il aurait pu ajouter que c'est quand on ne sait pas ce qui est arrivé par le passé. Je ne savais pas exactement ce qui était arrivé sur la place TAM une quinzaine d'années plus tôt, mais j'avais mes certitudes à porter avec moi dans mes bagages d'Européens, et j'habillais les événements dont on me parlait, dont les Chinois me parlaient, avec des habits d'Européens. C'était une erreur. Heureusement que la vieillesse, c'est apprendre à visiter calmement le passé et d'écouter enfin ceux qui ont vécu les événements quand ils savent en parler honnêtement, comme la personne que nous allons écouter à présent. C'est la perle numéro 40. Tu dors, toi? La Chine a fait de graves erreurs, certes, je l'ai compris, mais elle ne les a pas répétées. Les événements de 89 ne se sont pas reproduits, et ce n'est pas à cause de la répression, comme certains ont essayé de le faire croire. Tout le monde en Chine a compris de ces événements que cela ne marchait pas ainsi. Vous ne pouvez pas vous permettre une révolution, ni vous permettre l'insatisfaction et l'opposition menant à l'effusion de sang. Donc je pense que beaucoup plus a été compris des deux côtés pendant ces temps troublés qu'on ne veut l'admettre en Occident. Ensuite, il y a eu l'autre grand choc. Avant de vous laisser développer, puis-je me permettre d'apporter quelques petites choses qui me viennent en mémoire? C'est en 1988 que l'inflation commence à se faire sentir douloureusement, sans parler des transformations sur le marché du travail qui se concrétisèrent par une remise en question de la traditionnelle stabilité de l'emploi. Les inquiétudes des gens à l'époque avaient beaucoup à voir avec ces deux problèmes. Je me rappelle avoir vu une enquête d'opinion, une des premières jamais publiées, aux alentours de 88-89. Les gens s'exprimaient sur ces deux questions, et c'est en effet justement ces deux problèmes qui ressortent, la sécurité de l'emploi et l'inflation. La sécurité de l'emploi et l'inflation, sous-tendues par l'impression que peut-être les choses allaient trop vite. Le rythme des réformes entre 82 et 88-89, les bouleversements dans les modes de vie avaient vraiment jeté les gens dans la confusion. Bref, voilà ce qui me semble être, c'est du moins le souvenir que j'en ai, les deux questions essentielles dans la société d'alors. Et vous étiez à Pékin, non? Vous l'avez donc vécu. And that seemed to me, from my own memory anyway, of that period to be probably the driving issue at the time. And you were in Beijing, right? So you oui. Et pendant les mois qui ont conduit aux événements, j'étais constamment dans la rue et je parlais aux gens. Tous avaient à la bouche ces deux problèmes. Je veux dire que l'idée selon laquelle il fallait une démocratie ou un changement de gouvernement n'était vraiment discutée que par un tout petit groupe d'étudiants. Tous les autres, y compris les ouvriers des usines qui se mettraient en grève vers la fin, demandaient uniquement de meilleurs salaires, parce que la Russie à l'époque était en proie aux mesures du FMI et des autres partisans du soi-disant consensus de Washington visant à redresser son économie, avec pour conséquence de grands chocs pour les grandes économies. Et puis, comme vous l'avez dit, à l'époque, 87, 88, l'inflation, je crois, en décembre 88, était à 28%. Ça, c'était surtout très important pour les gens. Il n'y avait pas de désir de changer le régime. Les gens voulaient juste être entendus. Je crois que si l'on se demande ce qu'est une révolution réussie, la réponse devrait être une révolution qui est entendue.
Or, celle-ci fut entendue. Les changements apportés aux politiques économiques et financières dans le sillage des événements reflètent dans une grande mesure ce que les gens demandaient alors, si bien que la Chine n'a pas eu à subir un tel traitement de choc depuis. L'entrée dans l'OMS a constitué un choc pour le système, mais ce choc a été assez bien amorti par le gouvernement. Oui, c'était donc la revendication principale. Et l'Occident, les gens en Occident ont greffé sur ces événements leurs propres idées, leurs propres espoirs, leurs désirs imaginaires, fortement colorés par les idéaux occidentaux sur la Chine. Et ils continuent aujourd'hui à utiliser les mêmes filtres. Il faut savoir qu'à l'époque, la Chine n'était pas encore certaine que le parti au pouvoir irait à fond dans le sens des réformes économiques. Et ce que les gens ne voient pas non plus, c'est aussi l'époque d'énormes réformes dans l'administration et dans la bureaucratie, sans parler des réformes sociales. Ne suis-je pas en train de promouvoir un révisionnisme concernant les événements de la place Tiananmen? Juin 89 à Pékin ne fut-il pas aussi cruel et ensanglanté qu'on le dit? Le traumatisme est-il gonflé, de façon intéressée, par la sensibilité occidentale? Pour le traumatisme, je ne sais pas, je ne suis pas chinois. Je sais juste que l'époque était difficile et que le gouvernement qui a fait tirer sur la foule voulait en effet à tout prix éviter de tomber, sans doute, mais aussi pour son peuple, le désastre économique qui était en cours dans l'ex-Union soviétique. L'important, à mon sens, est que la Chine a appris de ses erreurs pour aller de l'avant sans trop de heurts, ce qui n'est pas une mince entreprise.